Le point sur l'actualité sur For You Media Africa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci une fois de plus d'être à cet autre rendez-vous sur votre télévision panafricaine. Mesdames et messieurs, une seule thématique ce soir. On se souvient d'ailleurs, on en a parlé il y a quelques jours seulement. La France annonçait qu'elle suspendait son aide au développement au Mali. Eh bien, le Bamako a réagi. Tout à l'heure, on va prendre un communiqué de Bamako là-dessus. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que en réponse donc à la suspension de l'aide publique au développement de la France au Mali, le gouvernement de la transition malienne a commis un communiqué le 21 novembre dans lequel il décide donc d'interdire avec effet immédiat toute activité menée par les organisations non gouvernementales financées par la France. La décision prise par le chef du gouvernement malien concerne également les ONG opérant dans le domaine humanitaire. La mesure d'interdiction est donc décidée avec effet immédiat. Eh bien, pour rappel, Paris avait invoqué le recours aux instructeurs russes par les autorités maliennes pour justifier la suspension de son aide publique au développement. Une fois de plus, bonsoir, mesdames et messieurs. Nos invités sont là. Tapé Groubera va intervenir également. Il est avec nous. Bonsoir. Je ne sais pas si vous nous écoutez. Tapé Groubera, bonsoir. Des soucis de son avec monsieur Tapé Groubera. Prière à la technique et à la régie de régler ce petit détail avec notre invité. En attendant, on va présenter celui-là qui est toujours avec nous dans le cadre de cette émission. Ici sur le plateau, Jonathan Batenguene, bonsoir. Bonsoir Madame Sikendouber. Bonsoir à tous les techniciens. Bonsoir à mon éminent aîné. Oui. Le docteur Tapé Groubera, qui depuis là où il se trouve est certainement déjà en train de se préparer. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui actuellement ont fait de ce débat la vedette du débat panafricain. Bonsoir à la direction générale, aux autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense, ciment de l'unité et de l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Nous saluons aussi l'engagement, le sacrifice de tous les militaires du Mali, de tous les autres pays, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, le Tchad, le Sénégal et tous autres en Afrique qui combattent contre l'iniquité et qui réussissent à maintenir l'unité de nos territoires. Nous savons que tous ces territoires sont menacés par des forces obscurantistes, des forces qui souhaitent simplement continuer de piller nos richesses et qui utilisent cette violence pour dociliser les pouvoirs. Nous demandons la libération inconditionnelle et sans délai de notre sœur, notre femme, notre mère, Edith Pulchéry Ballet. Elle est innocente. Toutes les accusations fallacieuses portées contre elle sont une forfaiture et nous les dénonçons comme telles. Nous demandons sa libération inconditionnelle et sans délai. Et nous le disons, Pulchéry, courage, courage. Toute l'Afrique est avec toi. Là où tu te trouves, tu es libre parce que même dans ta conscience, tu peux encore te mouvoir. Tu peux encore imaginer ce monde de demain pour lequel tu te bats. Courage, courage, Pulchéry. Tous les panafricanistes te soutiennent. Et bientôt, ton peuple sera libre. Ton peuple, la Côte d'Ivoire, ton peuple, l'Afrique.
Merci à vous, Jonathan Batengene. J'espère que le problème technique est en train d'être résolu avec M. Tapé Groubera. En attendant donc, je vous propose, chers téléspectateurs, on l'a annoncé, bien sûr, Bamako qui met donc fin aux activités des ONG du moins sur le sol malien, les ONG financées, bien sûr, par la France. Tout à l'heure, on va prendre le communiqué, bien sûr, en réponse à la suspension de l'aide au développement de Paris contre Bamako. Mais en attendant, avec le concours de la réalisation, prenons ce reportage de la rédaction de For You. Le Mali reste et demeure un État souverain. En réponse à la suspension de l'aide publique au développement que la France accorde à l'État malien, le gouvernement de la transition a réagi. Par voie de communiqué daté du 21 novembre 2022, le gouvernement de la transition malienne a décidé d'interdire avec effet immédiat toutes les activités menées par les ONG opérant au Mali sur financement ou avec appui matériel aux techniques de la France, y compris dans le domaine humanitaire. Une décision forte qui vient corroborer avec les 3 principes définis par le colonel Assimi Goïta dans le cadre de la refondation de l'État et qui sont rendus publics dans ce document, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix de partenaires et des choix stratégiques opérés par le Mali et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions. Des principes qui, du haut de leur stature, ne pouvaient aucunement se laisser intimider par qui que ce soit. Et en rapport avec l'aide publique au développement suspendue par la France, le gouvernement de la transition malienne rappelle que cette déclaration n'est qu'un subterfuge destiné à tromper et manipuler l'opinion publique, nationale et internationale, au fond de déstabilisation et d'isolement du Mali. Le gouvernement de la transition du Mali rapporte que c'est depuis février 2022 que la France a notifié par voie diplomatique la suspension de sa coopération au développement en faveur du Mali. En somme donc, pour le gouvernement de la transition malienne, il s'agit là de non-événement. Le gouvernement invite par ailleurs le peuple malien à rester dans la sérénité et le soutien aux autorités de la transition dans leur noble mission de refondation de l'État et de lutte sans relâche contre les groupes terroristes. Voilà, merci à Moira pour ce reportage. Alors on signale qu'avec Tapé Groubera, c'est bon, on va peut-être réessayer avec lui. Bonsoir, Monsieur Groubera. Allô? Bonsoir. Je n'ai aucun son maintenant. Je ne sais pas si vous me percevez sur le studio. Alors, vous n'avez aucun son. Par contre, nous, on vous écoute. On vous écoute très bien. Je vais encore laisser le soin peut-être une fois de plus à la technique de trouver une solution définitive pour résoudre ce problème. On va prendre donc le communiqué. Je vais commencer par la lecture rapide de ce communiqué du gouvernement de Bamako. Alors, le gouvernement de la transition a pris note de l'annonce faite par la France le 16 novembre 2022 des mesures suivantes: la suspension de son aide publique au développement à destination du Mali au motif fallacieux de la coopération militaire Mali-Russie et des risques de détournement de cette aide. L'octroi direct aux ONG françaises des fonds mis à disposition dans le cadre de l'action humanitaire de la France au Mali. Le gouvernement de la transition réaffirme que ces allégations fantaisistes sont sans aucun fondement et considère cette annonce de la jeune Française comme un non-événement. Le gouvernement de la transition rappelle que cette déclaration n'est qu'un subterfuge destiné à tromper et manipuler l'opinion publique nationale et internationale aux fins de déstabilisation et d'isolement du Mali. En effet, depuis février 2022, la France a notifié par voie diplomatique la suspension de sa coopération au développement en faveur du Mali. Le gouvernement de la transition rappelle que dans le cadre de la refondation de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a défini 3 principes, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix de partenaires et des choix stratégiques opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions. Et bien, en application de ces principes, cette décision de la France prise depuis février 2022 ne suscite aucun regret, d'autant plus qu'elle contribue à la restauration de notre dignité bafouée par la junte française, spécialisée d'une part dans l'octroi d'aides humanisantes
pour notre peuple et utilisé comme moyen de chantage des gouvernants et d'autre part dans le soutien actif aux groupes terroristes opérant sur le territoire malien. En conséquence, le gouvernement de la transition décide d'interdire avec effet immédiat toutes les activités menées par les ONG opérant au Mali sur financement ou avec l'appui matériel ou technique de la France, y compris dans le domaine humanitaire. Le gouvernement de la transition invite le peuple malien à rester serein et à soutenir les autorités de la transition dans leur noble mission de refondation de l'État et de lutte implacable contre les groupes terroristes. Voilà donc la quintessence de ce communiqué, bien sûr, fait à Bamako le 21 novembre 2022. Alors, avant, plusieurs points ont été bien sûr énumérés dans ce communiqué, plusieurs aspects qui nous permettront justement de discuter dans le cadre de ce débat. En attendant de revoir avec M. Tapé Grobera, on va réessayer. Jonathan Batenguine, on va commencer avec vous avant de rentrer peut-être encore un peu plus en profondeur parce qu'il y a beaucoup de déclarations, beaucoup d'accusations dans ce communiqué. Mais restons d'abord sur le sujet en question. On parle donc de la suspension des activités des ONG financées par Paris. C'est une très bonne nouvelle. Ce matin, au réveil, quand nous avons eu le communiqué de l'État malien, ça a apaisé encore notre journée. Ça faisait partie des éléments qui ont quand même un peu rappelé qu'il y a des choses positives en Afrique et qui ont permis de comprendre que la défaite du Sénégal d'hier n'était pas la fin du monde. On s'est dit, waouh, quand même, voilà quelque chose de bon. Une nouvelle. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Surtout que c'était en droit ligne avec nos dernières appréciations de la situation avec cet effet de pétard mouillé, arrêt de la coopération économique avec de l'aide, la prétendue aide au développement qu'on a dû expliquer ici pour rappeler aux téléspectateurs qu'il n'y a pas d'aide, c'est des crédits qui sont à moins de 5% des taux d'intérêt qu'ils considèrent comme de l'aide. Et là, la réponse cinglante de l'État malien ne s'est pas fait attendre. Elle est arrivée à point nommé. Elle a touché là où ça fait mal. Ce jour, nous avions précisé, je crois que c'était vendredi, nous avons précisé qu'avec Mali Bara, les ONG comme ça, il faut stopper ça. Les autorités maliennes ont bien fait de stopper tout ce cinéma. Les saltimbanques français qui jouaient à cette comédie avec la question de l'aide sont rattrapés là où ils ne s'y attendaient pas. Ils se disaient que l'État malien était dépendant de l'aide. De l'aide, oui. Quelle aide? Nous avions fait un comparatif. Une aide qui représente 463 millions d'euros. Tandis que la diaspora malienne à elle seule pèse 1 milliard de dollars, soit pratiquement plus d'1 milliard d'euros aujourd'hui, en une année. Et on parle de 463 milliards sur 5 ans. Oui, sur 5 ans. Sur 5 ans. Tandis que la diaspora vous donne 1 milliard en cash en une année. C'est quand même dans le comparatif, ça ne fait pas photo. S'il faut parler comme dans les gargotes, ça ne fait pas photo. L'État malien, en plus, s'est découvert une santé financière pendant l'embargo de la CEDEAO. Parce que l'embargo de la CEDEAO a permis à l'État malien de comprendre que les 300 milliards qui étaient dégagés du crédit octroyé par la CEDEAO, par l'UMOA au pays, via la BECAO, ces crédits-là ne sont pas aussi vitaux qu'ils le pensaient. Il y a des sources d'économie qui peuvent être réalisées et permettre de payer les fonctionnaires. C'est des expériences positives sur lesquelles actuellement le gouvernement malien a capitalisé. Ils ont compris que sur les 700 milliards dont ils ont besoin pour payer les salaires, ils peuvent faire des coupes budgétaires, ils peuvent d'une certaine manière réorganiser la comptabilité nationale de telle sorte que ça leur permet de trouver ces sources, ces entrées dans le pays. Et aujourd'hui, quand l'État malien donc décide de se couper totalement du système néocolonialiste français avec toutes ses dimensions
dimension non officielle avec les ONG, l'État malien pose un acte d'émancipation encore au-dessus de ce qu'on avait remarqué. Oui. Et il faut dire que l'État malien aujourd'hui se présente de manière beaucoup plus audacieuse comme étant l'État par excellence, l'État par référence émancipé. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression effectivement que depuis un moment avec le Mali, bien sûr, la France est entre parenthèses ou entre guillemets, c'est du tic au tac, action-réaction. Ils ont été très clairs. Quand vous lisez, ils ont utilisé la junte française. Effectivement, la junte française. Et pour nous, c'était... En précisant, c'est un point, on va revenir justement là-dessus. C'était parce que tout le temps, quand nous nous répétons sur les plateaux de télévision, la junte française, il y en a qui pensent, non, Jonathan, excessif. Pour ma part, c'est rentré dans mon usage, dans mon vocabulaire. La junte française. Macron, c'est le patron de la junte française. Pour ma part, le premier ministre malien par intérim, le colonel Abdoulaye Maga, a touché du point. Mais il faut le rappeler également, Jonathan, puisqu'on parle de junte. On sait que au départ, lorsque le colonel Assimi Goïta prenait le pouvoir, c'était la junte militaire, bien sûr, au pouvoir au Mali. Mais après, puisqu'elle n'était pas, justement, monsieur Goïta n'était plus ou moins pas reconnu par cette communauté dite internationale. Ensuite, on a vu que le langage avait changé. On parlait quand même du président de la transition. Mais ce qu'on a remarqué également, c'est important aussi de le noter, c'est que depuis hier ou quelques jours, on a recommencé à parler de la junte militaire, la junte malienne. Ça ne gêne pas. Donc, cette guerre de communication. C'est une guerre de communication. Ça vous donne le droit, en tout cas, de dire la junte. Non, ça ne nous donne pas. C'est la caractéristique de la France. Elle est dirigée par une junte. Alors, il faut peut-être revenir à l'historique de la junte. Peut-être pour qu'on comprenne. La junte, ça vient du Mexique. Junta. Ceux qui ont... Runta, c'est en espagnol. Runta. Et le régime de junte, c'était un régime d'assemblée fédérale. Et c'était des assemblées fédérales qui délibéraient pour le peuple. Et ces assemblées fédérales, chacune avait une manière d'envisager la direction du pays. Donc, la grande assemblée fédérale qui a été constituée pour piloter, coordonner ces actions, c'est ce régime de cohabitation entre les différentes assemblées qu'on a appelées juntes. C'est pour dire qu'il y a des assemblées. Maintenant, avec le développement du concept de junte, on a commencé à assimiler cela à des régimes militaires. Lorsque des conseils militaires s'organisaient pour diriger des pays, on leur a donné la connotation d'une junte. Et c'est pourquoi il y a toujours la précision junte militaire, parce qu'au départ, on avait des juntes civiles. Quand vous regardez c'est péjoratif apparemment aussi. C'est devenu péjoratif. Chez les Mexicains, c'était pas péjoratif. C'était un régime d'assemblée. C'était un régime d'assemblée. Donc après, on a commencé à se dire, lorsque les militaires prennent le pouvoir et qu'ils créent un conseil de transition avec uniquement des militaires, c'est une junte militaire. On a vu par exemple au Myanmar, lorsque les militaires ont pris le pouvoir, c'est devenu, on les appelait une junte militaire parce que les militaires entre eux se concertaient et prenaient des décisions. On a vu également en Thaïlande, lorsque les militaires prenaient des décisions, le pays de Aung San Suu Kyi, lorsqu'ils prenaient des décisions, on parlait de junte. Donc c'est devenu une expression que les prétendus démocrates, parce que eux ils fraudent les élections dans leur pays, personne ne crie à l'absence de démocratie. Al Gore est venu nous dire que George Bush ne l'a jamais gagné, que c'était une fraude. Donald Trump est venu nous dire que c'était une fraude. Même si les données matérielles existent, on vous dit que vous ne devez même pas penser qu'ils sont pas des démocraties, vous devez seulement les appeler démocraties. Ils s'autoproclament démocrates. Alors, ces pays, pour se différencier et pour noircir certains régimes, les affublent du concept de junte, à qui ils donnent une connotation péjorative. Et puisque nous sommes dans une société du prêt à consommer, c'est-à-dire, vous avez des gens qui, malheureusement, n'ont pas accès à la bonne information, ou bien n'ont pas le temps d'aller creuser l'information. Dès qu'ils entendent la répétition junte, pour eux, junte égale régime négatif. Régime antidémocratique, régime, je sais pas trop, en fait c'est même l'idée du diable, un peu comme on leur a dit dictature, pour eux c'est méchant, c'est mauvais,
Ils ne savent pas que tout ceci, c'est juste des formes de gouvernement. Et que l'Occident est dirigé effectivement par une chaîne. Parce que quand vous regardez les régimes d'assemblée, c'est quoi les régimes d'assemblée? Quand vous avez les francs-maçons qui se réunissent dans leurs assemblées, là, qu'est-ce qu'ils font? N'est-ce pas? Ils délibèrent pour des décisions qui auront un impact dans la direction du pays. Oui. C'est ça, les régimes d'assemblée. Donc, quand on dit que la France est une junte, c'est pas que on se fie à tout le patatras, le cinéma qu'on organise devant le peuple, lequel patatras même ne se fait pas respecter. C'est la réalité. Depuis un moment, Macron, il dirige avec quoi? Avec le 4-9. C'est-à-dire? Le 49-3. Les 49.3, okay. C'est l'article de la Constitution et l'alinéa qui lui confère le pouvoir exceptionnel dans certaines situations où il n'a pas la majorité au Parlement. Et c'est ce qu'il utilise. Les 49.3, il fait passer les lois comme ça. Et le Parlement, parce qu'il sait que là-bas, il n'a pas la majorité, le Parlement n'a pas la possibilité de bloquer ces lois. C'est quoi? C'est une dictature. C'est ce que les Césars utilisaient, ils appelaient le diktat. Le Sénat votait une loi spéciale qui conférait au César la capacité de dicter les lois pendant un temps. Mais c'était dans les périodes de guerre. En France, est-ce qu'il y a la guerre? Il n'y a pas la guerre. Mais Macron utilise les dictats. Ouais. C'est-à-dire, il utilise son pouvoir de chef de l'État pour faire passer des lois. C'est une forme de dictature. C'est une dictature. Ce n'est pas une forme, c'est une dictature. Ouais. Bon, si on dit demain que la France est une dictature, vous verrez quelques pseudo-démocrates, des gens à qui on a répété qu'il y a la démocratie. Donc, c'était pour montrer d'abord que le Premier ministre malien a tout à fait raison lorsqu'il parle de junte. Il a dit d'ailleurs junte civile. Donc, lorsque nous avons vu que la junte française avait donné une occasion au Mali de s'affranchir, le Mali a saisi cette opportunité. Et c'est ce que nous répétons aux États africains. Quelle était l'occasion? L'occasion, c'est on vous coupe de l'aide au développement. Les Maliens disent, nous on attendait même l'opportunité. Maintenant que vous-même vous avez dit qu'on arrête, nous arrêtons tous les mécanismes d'aide, qui sont en fait des mécanismes d'assujettissement. On ne va pas refaire ici le procès de l'assujettissement par l'aide, parce que là, il y a eu beaucoup d'auteurs, par exemple le professeur, pour ceux que je connais, je sais qu'en Afrique, il y a eu de très bons auteurs. Vous pouvez lire Samir Amin, Le développement du sous-développement, et vous allez voir comment, dans cet ouvrage, il montre que le sous-développement est une construction des capitalistes à travers le système international, le système financier international, et surtout le système des aides. Si vous lisez d'autres auteurs comme Georges Gango qui parle des investissements directs étrangers, et ça c'était un grand professeur au Cameroun, je parle de lui parce qu'il n'est pas particulièrement très connu en Afrique, mais c'est un auteur, un économiste assez calé qui a beaucoup influencé le professeur Tunjian Poemi qui a travaillé sur monnaie et servitude. Donc, le professeur Jean Gango revient sur des éléments d'investissement direct étranger. Il montre que là encore, il y a la construction d'un assujettissement. Et il y a la construction d'une domination mondiale qui est pensée, qui est structurée par des individus qui sont tapis en Occident. La question donc de l'aide au développement ressort de ce genre de problématiques. C'est comment est-ce qu'on utilise les mécanismes économiques pour dominer une nation. On a présenté ici la fois dernière, ils utilisent les mécanismes pour davantage financer leurs entreprises multinationales. Ils utilisent ce qu'ils appellent les prétendus aides, qui sont en fait des crédits accordés aux pays africains pour davantage infléchir le type de développement que ces pays souhaiteraient avoir, c'est-à-dire ils vous imposent des choix économiques, ils vous imposent des partenaires économiques, et en fait, ils s'imposent à vous comme un partenaire qui vous dicte la façon de faire, la façon de conduire votre pays. C'est des mécanismes d'assujettissement. Quand vous prenez dans l'humanitaire, que fait l'humanitaire? On a plusieurs fois ici, on est revenu sur le scandale de Srebrenica. L'humanitaire, c'était avec Médecins sans frontières de Bernard Kouchner. Qu'est-ce que Bernard Kouchner a fait? Bernard Kouchner n'a pas aidé le peuple slave qui se reconnaît et qui est défendu de manière prioritaire par les Serbes. Parce que il y a beaucoup de choses. Un jour, nous espérons bien, on va revenir sur la Première Guerre mondiale pour que les Africains comprennent la complexité du problème slave. Le problème slave avec les Serbes. Et les Serbes, qu'est-ce qu'on leur a fait? On leur a foutu, on leur a collé sur le dos un faux bombardement sur les Albanais. On a prétexté qu'ils avaient massacré les Albanais et on a justifié une intervention de l'OTAN. Mais qui a
donner les éléments de justification. C'est Médecins Sans Frontières, avec ses réseaux de renseignement, de montage, de situations de faux massacres. C'est Médecins Sans Frontières qui est allé défendre. Et comme ils sont réputés, ces organisations non gouvernementales, elles sont réputées être indépendantes. Alors là, mettons une grosse interrogation. Indépendantes. Comment des gens peuvent être réputés indépendants alors que leur financement provient des États? Nous prenons par exemple Médecins Sans Frontières. L'État français finance Médecins Sans Frontières. Le State Department soutient Médecins Sans Frontières. L'organisation de George Soros, qui elle-même dépend du State Department, finance Médecins Sans Frontières. Comment Médecins Sans Frontières, avec de tels financements, peut être réputé indépendant? Human Rights Watch. Human Rights Watch reçoit des financements de l'Open Society. L'Open Society de George Soros reçoit des financements du State Department, de plusieurs autres organismes états-uniens. Comment de tels organismes peuvent être réputés indépendants? N'est-ce pas qu'on dit que la main qui donne ordonne? Si la main qui donne ordonne, pourquoi ces organismes échapperaient à ce principe? En fait, vous avez dans ces organismes qui ne sont pas indépendants, que leurs médias matraquent à longueur de journée l'opinion internationale, à leur faire croire que c'est des organisations indépendantes, et c'est ces organisations qui, de connivence avec leurs bailleurs de fonds, viennent construire le chaos sur des territoires. C'est ce qui s'est passé à Srebrenica. Médecins Sans Frontières a travaillé pour le compte de l'OTAN, parce que c'est les pays de l'OTAN qui financent Médecins Sans Frontières, et Médecins Sans Frontières a servi à l'OTAN la partition du Kosovo, la partition de la Serbie, comme un cadeau qu'on vous remet comme la tête de Jean-Baptiste pour ceux qui sont chrétiens. Donc, c'est ça le drame des ONG. Les ONG ne viennent pas vraiment faire l'humanitaire. Elles font du renseignement, parce que quand vous regardez ce qui se passe avec Médecins Sans Frontières, moi je parle beaucoup de Médecins Sans Frontières, mais il y a aussi journalistes, c'est quoi? C'est Journalistes Sans Frontières, JSF, oui, Journalistes Sans Frontières. Journalistes Sans Frontières. Journalistes Sans Frontières. Qu'est-ce qu'ils font quand ils signent des accords avec leurs représentants? On précise aux représentants qu'ils doivent transmettre prioritairement les informations sur le pays à l'organisation. C'est dans leur contrat. Vous devez transmettre des informations. Pourquoi ils prennent ces informations? À quoi ça leur sert? Est-ce que c'est simplement des informations pour améliorer la carte touristique du pays et mieux vendre le pays? Que non. Ces informations sont parfois collectées dans des zones de guerre. C'est des informations qui leur servent dans ce qu'on appelle le renseignement, l'intelligence. Et ils font du renseignement parfois pour détecter des éléments qui n'étaient pas perceptibles à partir des canaux classiques du renseignement. Voilà à quoi servent les organisations humanitaires. Le deuxième volet des organisations humanitaires, ces organisations contrôlent le niveau de développement de votre pays. Quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ces organisations recensent, chacune dans son secteur, recense le nombre d'organisations, le nombre de structures qui exercent dans le même domaine. Elles réalisent régulièrement des études sur la population. Et avec tout ça, on collecte des informations qui sont envoyées vers l'Occident. Et en plus, ces organisations permettent de contrôler les mécanismes, les passerelles de l'argent. Quand vous avez ces organisations qui s'engagent dans la promotion de ce qu'ils appellent l'entrepreneuriat, c'est essentiellement le contrôle des couloirs par lesquels l'argent circule. Et le contrôle aussi des consciences. Parce qu'on sait qu'un individu, lorsque vous l'aidez à s'en sortir, de sortir de la pauvreté, qu'est-ce qu'il fait? Il est reconnaissant. Et envers qui est-ce qu'il sera reconnaissant? Les organisations qui dépendent de l'Occident. D'ailleurs, vous allez remarquer que nombre de journalistes en Afrique de l'Ouest, puisque la presse a une aide particulière en Afrique de l'Ouest, vous avez parfois des séminaires de formation, c'est des ONG qui réalisent ces séminaires. Quand ils viennent, ils disent, on vous forme aux droits de l'homme, Human Rights va former aux droits de l'homme. On vous amène, vous êtes logé dans des hôtels, vous êtes rémunéré pour des perdièmes de participation, mais posez-vous la bonne question, pourquoi on vous payerait pour faire votre métier? Pourquoi? Si c'est vraiment des organisations humanitaires, pourquoi elles vous donnent de l'argent? Pourquoi? Quelle est cette gentillesse? Vous pratiquiez votre métier de journaliste. On veut vous apprendre à mieux analyser la question des droits de l'homme. Mais on vous paye. On vous paye pour apprendre.
Vous voyez un peu, Madame Siké? Très bien. C'est un peu bizarre. Pourquoi on vous paye pour apprendre ce que vous avez? Même nous-mêmes, quand on va à l'école, quand vous allez à l'école, est-ce qu'on vous paye pour apprendre ce que vous recevez là-bas, qui est bien plus important que cette formation en droit de l'homme? En fait, on vous paye parce qu'on veut fabriquer un combattant qui défendra demain la logique de l'Occident en matière de droits de l'homme. On fabrique un esclave aliéné qui lui-même justifiera sa situation de dominer et justifiera la domination. Il va la légitimer, la naturaliser. Il va en fait lui-même devenir un des défenseurs des dominants sans s'en rendre compte. Et c'est malheureusement ce que vous constatez. Regardez l'un des problèmes au Mali aujourd'hui. Dans l'opinion, vous avez toute cette classe qui a été formée par les organisations dites humanitaires, qui a été formé des journalistes, des personnels qui sont aujourd'hui dans la classe moyenne et qui ont profité de ce mécanisme, mais qui vous disent « Ah, si la France quitte du mécanisme de financement humanitaire, eh bien nous sommes en train d'entrer dans l'eau. » Pourquoi? Parce qu'en fait, le mécanisme a réussi. Maintenant, le Mali est en train de couper cette veine jugulaire. Il coupe cette veine jugulaire et le Mali va construire lui-même une société civile plus responsable, une société civile un peu à l'image de Yerewolo. Merci à vous, Jonathan Batengene. Il y a des points, un point assez particulier également qu'on va aborder. Le temps d'aller retrouver, on va réessayer avec Tapé Groubera. Si cette fois-ci, on espère en tout cas que ce sera la bonne. Tapé Groubera, on espère que vous nous entendez. Est-ce que vous pouvez répondre? Bonjour Madame Siké, bonjour Monsieur Jonathan Batengene. Je salue la direction de For You Media. Désolé pour ces désagréments indépendants de notre volonté à tous. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions et merci surtout pour votre patience. Tapé Groubera, alors, puisqu'on parle de cette décision du gouvernement de Bamako, bien sûr, contre Paris, on en parlait il y a quelques jours encore. Paris qui a décidé de suspendre son aide humanitaire, son aide au développement, bien sûr, en direction de Bamako. Paris ne veut pas coopérer sur le même territoire avec les instructeurs russes. Bamako a également réagi et a décidé de suspendre aussi les activités des ONG financées par Paris sur son territoire. Votre analyse après cette sortie de Bamako et bien sûr cette décision? En fait, ce sont les ONG qui ne sont pas logiques. Parce que si Paris décide de suspendre sa coopération avec le Mali, selon le prétexte selon lequel le Mali coopérait avec Wagner et donc elle part. En réalité, la conséquence est que toute structure qu'elle finance doit arrêter ses activités. Lors de l'émission que nous avions eue, nous avions dit qu'il y avait une trentaine je crois, c'est 33 ONG qui avaient demandé à M. Macron de revoir sa position. En fait, parce que ces ONG-là savaient un peu ce qu'il pourrait advenir. Mais je pense que c'est toute une situation, comme je dis, c'est logique. Logiquement, si on veut être logique, ce aurait été les ONG elles-mêmes qui auraient, de prime abord, demandé, en fait, ou bien M. Macron aurait dit à ces ONG, bon, à partir du moment où nous ne voulons pas coopérer, donc vous partez. Mais je vais aller plus loin, parce que tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de bien comprendre, enfin, puisque j'avais des difficultés avec le son. Mais la dernière partie que j'ai vue Jonathan Batengene développer, elle va dans le sens de ce que je pense. Ne soyons pas naïfs, hein, parce que ce serait trop facile de croire que ces ONG-là sont là parce que elles viennent, elles nous aiment. Non, au contraire. Ces ONG, en fait, ont un objectif. C'est un peu l'élément qu'a développé tout à l'heure Jonathan. C'est que c'est une forme d'aliénation. Parce que la question d'aliénation, je pense, c'est un mot que les gens n'arrivent pas à comprendre, mais en réalité, ce qu'on lui dit, c'est de nous orienter vers quelque chose qui n'est pas notre objectif réel. Parce que les ONG ne vont pas mettre en cause le problème réel de cette situation qui prévaut, qui est c'est que il y a une situation créée de toutes pièces, c'est-à-dire c'est une pauvreté créée et entretenue.
Donc, pour ce faire, on va faire venir des ONG pour, soi-disant, en fait, faire gagner de l'argent à des gens qui, certainement chez nous ici où on est, qui n'ont pas d'emploi, ils vont avoir de l'emploi là-bas. Et en réalité, ce que je sais, pour le temps que je passe, d'abord, si vous remarquez bien, ces ONG sont la plupart du temps installées dans les capitales. Ça, c'est ce qu'elles font. Elles vont donc louer des grosses maisons, elles vont avoir des grosses voitures 4x4, et puis au moment où, ça dit une fois ou deux fois, peut-être 4 fois au grand maximum dans l'année, elles vont se rapprocher des populations, faire une activité de poudre à l'œil qu'elles vont filmer, et puis revenir ici, dire, parce que c'est ça, dire qu'elles ont besoin de sous, et donc les contribuables ici vont donner de l'argent, ils seront, parce que n'oublions pas aussi, si vous donnez plus, vous avez droit à être exempté d'impôts. Hein. Je parle dans le cas en Europe, notamment en Belgique où je suis. Si par exemple je décide d'apporter ma contribution à Médecins sans frontières, à telle organisation, je peux déposer ça au niveau de la contribution des impôts pour leur dire voilà ce que j'ai donné et on me fait des ristournes. Donc, nous ne sommes pas perdants. Je vais dire, les Européens ne sont pas perdants dans tous les cas. Nous, on vient pour que vous embauchiez toutes les personnes qui ne peuvent pas avoir de l'emploi ici, bien au chaud. Ensuite, les personnes qui vont rester sur le territoire ici, européen, qui vont contribuer, vont être exemptées d'impôts. Donc, l'un dans l'autre sont ceux qui gagnent. Mais l'élément le plus fondamental dont on a parlé, c'est de ne pas toucher le problème de fond. Le problème de fond, c'est que la question du commerce, comme disait Yash Tandon, il dit le commerce, c'est la guerre. Et bien évidemment, les anciens, je pense que Jonathan va développer tout à l'heure les accords de Lomé, tout ça, etc. Tout ça, c'est fait pour mettre nos pays, comme on appelle, sous le teignoir. Nous avons, on ne dira jamais assez la notion du franc CFA. Vous imaginez la moitié des sommes que nous devons verser au trésor français. Si tout ça nous avons, si on a des dirigeants sérieux, ils peuvent l'utiliser. On n'a même pas besoin d'ONG. Ce qu'il nous faut, c'est vraiment de la volonté politique. Ce n'est pas ces ONG. Et ces ONG sont créées à un moment donné pour embrigader, emprisonner les populations. Vous voyez, quand vous regardez les objectifs, c'est de mettre en avant la femme, comme si, en Afrique, nous étions en train de brimer les femmes. C'est quand même des slogans des droits de l'homme, mais comme si, chez nous, on brimait le droit de l'homme. Mais ce qu'on oublie, c'est que les droits fondamentaux, ça dit le droit de vie, le droit de la sécurité, tous ces droits-là sont brimés. Tout récemment, j'ai lu quelque part que l'Afrique, à elle seule, au niveau de ce qu'on appelle le réchauffement climatique, intervenait pour 3%. Quand nous prenons simplement la forêt en RDC, elle seule permet d'absorber 4%. Donc, ce que je dis, en grand, l'Afrique même a plus 1. Elle ne pollue pas du tout. Maintenant, on fait des COP. La dernière, c'était en Égypte. On fait des COP X, Y, etc. pour nous distraire et poser le problème qui se pose chez eux. En réalité, nous empêcher, nous, de nous industrialiser. Ils se sont industrialisés, mais ils veulent nous empêcher, nous, de nous industrialiser en mettant le pendant de cette histoire de, oui, le réchauffement climatique, etc. Alors que tout ça, c'est entretenu. Les mêmes, on a la France qui intervient dans la région de Arlit, qui, depuis 1959, pompe l'uranium du Niger. Cet uranium-là, on utilise l'eau potable pour le laver. Et cette eau-là, qui est radioactivée, est déversée. Vous allez voir après des ONG qui vont apparaître quand les gens vont avoir des maladies, pour donner l'impression que ils sont là pour aider ces populations. Mais en réalité, c'est toujours des pompiers pyromanes. Voilà un peu ce qu'il y en est. Donc, je finis rapidement par rapport à la question à laquelle que vous avez posée. Mais je pense que ça devait être logique que les ONG elles-mêmes, ou bien M. Macron dit aux ONG, de partir. C'est comme si j'ai des problèmes avec vous. Si je dis je ne m'adresse plus à vous, je vais dire à ma femme, mes enfants de ne plus s'adresser à vous. Pourquoi vous voulez qu'on continue? Donc c'est tout à fait logique ce que le gouvernement du Mali a pris comme décision. Tous ces ONG-là, si vous ne voulez plus coopérer avec nous en termes de financement, etc., prenez vos ONG, allez avec. Et aujourd'hui, les Maliens ont la possibilité eux-mêmes de s'occuper de leur population. Aujourd'hui, la question primordiale, c'est la question de la sécurité physique
Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le Mali a dit que depuis le 16 août, que la France aide, arme des voyous pour attaquer les populations. Cette question, elle est pendante. Où est-ce que nous en sommes? C'est ça la question importante. On va aller faire un petit tour du côté du standard avant de revenir sur le plateau avec nos invités. On va prendre un téléspectateur. Allô, bonsoir. Monsieur Célie, bonsoir, bienvenue. Bon, je n'ai pas de retour, mais je vais essayer de me lancer. J'espère que vous m'entendez sur le plateau. Oui. Bonsoir, Madame Siken Doumbé. Bonsoir à vos deux invités et à tous les téléspectateurs de For You. Madame Doumbé, je souscris totalement à ce qu'a dit vos deux invités. Mais seulement j'ai peur qu'ils sont allés quand même avec beaucoup de brutalité. Pourquoi je le dis? Parce que ce n'est pas parce que la France a perverti l'activité des ONG dans nos pays que finalement les ONG sont une mauvaise chose. Non, ce n'est pas vrai. Les ONG sont très importantes parce que nos nations sont devenues très peuplées. L'État ne peut pas mettre un gendarme ou bien un œil derrière chaque citoyen. Donc d'où la nécessité pour que la société s'organise pour informer l'État sur certains problèmes que les canaux officiels, comme disait M. Batengene, ne permettent pas de percevoir. C'est ça la puissance des ONG. Mais malheureusement, dans nos pays, comme nous l'avons dit, ce sont la façon dont ça se manifeste dans nos pays sont les conséquences de l'effet franc CFA. C'est-à-dire qu'avec le franc CFA, la France contrôle notre société, elle contrôle notre culture, elle oriente notre façon de penser. Parce que nous sommes appauvris. Dans un pays, si nous avions la totalité de nos richesses, comme le disait votre invité, avec les 50% ou les 100%, même quand on dit 50%, c'est toujours les 100% qui sont déposés là-bas. Parce que la façon dont c'est géré, la France contrôle les 100% de nos revenus. Donc si on avait le contrôle de cette monnaie, nos États ou bien les hommes riches de notre pays devaient eux-mêmes financer ces organisations non gouvernementales parce que ça permet de faire vivre la société et de mettre en lumière toutes les zones d'ombre. Bon, aujourd'hui, tout ça est manipulé. Quand on parle, je comprends que M. Batengene ou bien les autres, quand ils parlent, ils ne voient que dans le sens de droits de l'homme. Non, les ONG, c'est varié et multiple. Et n'oubliez pas, dans ces pays-là, Madame Siken Doumbé, le nombre de crimes, les violences sur les femmes sont 1000 fois supérieures à ce que nous voyons dans nos pays. Et d'ailleurs, dans les sociétés africaines, il n'y avait pas ce genre de violence. Ces violences sont inhérentes au système capitaliste, c'est-à-dire au système occidental. C'est pour ça que c'est en train d'éclater dans nos sociétés. Moi qui vous parle, je n'ai jamais vu mon papa et mon grand-père se disputer. Et mon papa qui est là, bon, on voit les tensions qui sont là. Les sources sont les mêmes. C'est cette exploitation à outrance de l'Occident dans nos sociétés. Donc c'est pour ça que moi, sinon pour revenir à la réaction du Mali, je vous dis, l'aide de la France à nos pays, c'est de l'aide au sous-développement. L'aide de la France n'a jamais aidé un de nos pays. Qui nous montre un exemple? Il n'y en a pas. Donc vraiment, bon débarras. Et vous avez vu la précision. Pour aller dans le sens de ce que je disais, regardez la précision du gouvernement malien. Ils ont dit on interdit toutes les ONG financées par la France. Parce que justement c'est la France qui a perverti l'action des ONG. Sinon, les autres pays, la Russie, les États-Unis, l'Allemagne, tous ceux qui peuvent venir contribuer à relever le niveau de nos sociétés, mais il n'y a aucun problème. D'ailleurs, nous-mêmes, nous les aidons, Madame Siken Doumbé, nous leur envoyons notre chocolat, nous leur envoyons notre uranium, nous leur envoyons nos cacao pour qu'ils... Mais nous leur envoyons du café. C'est juste une solidarité. Mais à partir du moment où c'est perverti, là, il faut y mettre un stop. Donc, vraiment, pour terminer, je dis bravo au gouvernement malien, mais il faut aller plus loin. Ne ciblez pas les ONG et vous laissez le franc CFA. Ne ciblez pas les ONG et vous laissez les MINUSMA ou les MINUSCA ou c'est tout ça. Tout ça, ça fait partie des coopérations. Donc si on enlève les ONG financées par la France, mais il faut couper avec le franc CFA. Ça va résoudre le problème à la racine.
Voilà ce que je souhaitais dire, Madame Domestique. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, Monsieur Célie. Merci beaucoup d'être passé par ici. On va rester au standard avec Monsieur Peter depuis l'Écosse. Bonsoir, Monsieur Peter, bienvenue. Bonsoir, Madame. Merci beaucoup. Puis, vos invités. Je vais rester très bref sur la thématique. Vous savez, Madame Siquet, les Occidentaux ont été très intelligents après la Seconde Guerre mondiale. Et ils ont trouvé un moyen très vicieux pour conquérir et contenir le continent africain. Vous voyez, en Grande-Bretagne, par exemple, on a le Oxfam qui a été créé depuis après la Seconde Guerre, qui est une organisation qui consiste à aide humanitaire, etc. Nous avons Open Society qui est très récente, qui a été très actif dans les mouvements de révolution tels que ce qu'on a connu en Ukraine, même pas 2014, je peux dire après le effondrement du mur de Berlin et puis l'éclatement de l'USSR. Et nous avons aussi des ONG françaises qui agissent sur le compte du Quai d'Orsay. C'est ce qui nous concerne aujourd'hui parce que le Mali n'est pas anglophone, c'est francophone. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont mis en place après la Seconde Guerre pour essayer de blanchir un peu les actions très maléfiques sur le continent africain pour non seulement asseoir l'hégémonie et puis surtout maintenir et contenir des dirigeants à la guise, comme ils ont fait. Et ce que nous avons vu aujourd'hui avec le conflit de Ukraine, le Special Operation de Mr. Poutine en Ukraine, où on a vu le vrai visage des Européens et également le vrai visage de ce qu'ils ont fait, ce qu'on appelle l'opération satellite de George Soros, qui aujourd'hui est démasqué. Donc, je salue vraiment la décision du président malien qui a dit simplement qu'il ne veut plus entendre parler de tout ça. Parce que avant, il faut dire la vérité, Madame Siquet, je vais raccourcir mon parole, qu'on était très omnibulé par l'Occident, très ébloui, je peux dire comme ça, que tout ce que nous disait, c'était parole de gospel. Aujourd'hui, grâce aux grands médias comme Foyou Média, grâce à vos intervenants qui ont su éclairer l'esprit des Africains, je crois que ces dirigeants actuels, je parle de M. Assimi Goïta, je parle du capitaine Traoré du Burkina Faso, qui ont compris que en fait, l'Afrique était comme infantilisée, et non seulement, mais en plus, qui était en fait ensommeillée comme sous forme de somnifère, pour endormir et profiter, piller, etc. S'il a pris la décision, le président du Mali, c'est pour tout simplement dire à la France que j'arrête tout avec toi et on repart à zéro. Si désormais tu veux venir dans mon pays, tu dois respecter les règles étatiques et puis on va parler d'égal à égal. En fait, c'est ça l'objectif. Et ce qui dérange beaucoup l'Élysée parce que pour eux, il est insupportable qu'un Africain puisse tenir tête et leur parler comme ça parce qu'ils ont toujours cet esprit de colon, de dominant sur le dominé, sur le indigène. Maintenant, ce n'est plus pareil. Voilà un peu mon point de vue sur ce que vous avez donné comme thématique. Merci beaucoup, Foyou Média. Très bientôt. Bye. Merci à vous, Monsieur Peter. Merci. On va prendre Monsieur Jean depuis les États-Unis. Bienvenue, Monsieur Jean. Bonjour, Mamela Siquet. Bonjour à vos invités, Jonathan et puis Koubera. Bonjour, technicien. Mamela Siquet. Oui. Oui, nous saluons vraiment la décision du peuple et du gouvernement malien. C'est une décision lourde et c'est une décision immense. Comme l'ont dit déjà mes prédécesseurs appelant, le CG a bien parlé des ONG, oui, on n'a pas besoin des ONG étrangères forcément, pas du tout. On a besoin de bonne volonté dans le pays pour effectivement aider la société. Alors la France veut instrumentaliser et instrumentalise toujours tout cela pour servir
de menaces à nos peuples et pour nous insulter. Pour nous insulter. La France parle de développement et d'aide. C'est une honte pour ce pays qu'on appelle la France. D'ailleurs, quand vous voyez tout cela, c'est une malédiction qui repose sur ce pays. Hein? Ce pays qui ne reconnaît pas juste là. Et ce qu'il fait, ce que ces autorités font aux Africains jusqu'à aujourd'hui, et qui continuent sur ce chemin pervers, mais c'est un pays qui a, on dirait, c'est une malédiction, et qui va tomber, qui tombe déjà. C'est la formule naturelle, c'est la formule universelle. Tout le mal que la France a causé à l'Afrique sera payé par la France. Ça, il n'a qu'à vous sommes, que Dieu nous donne vie, vous verrez, on va une partie avant que nos enfants ne viennent achever. Nous allons juger la France. La France parle de développement, Paris n'a même pas honte. Parmi tous ceux là, c'est eux qui vont parler pour parler de. Ils vont suspendre quoi? Suspendre quoi? C'est nous qui allons leur demander, comme déjà les objets qu'on rapatrie sur le continent africain, c'est nous qui allons leur demander de nous rapatrier tout ce qu'ils nous ont volé. On parle du Niger. Voilà des enfants. C'est vraiment une malédiction, c'est une malédiction dont nous encourageons le peuple malien à être serein. Et puis, comme l'a dit tout à l'heure mon prédécesseur, Chola Eddy, vous voyez, la France fait des chantages, c'est parce qu'elle est en paix de vitesse, et elle est maudite, je dis bien, elle est maudite. Dieu le sait, ce que Dieu, l'univers, le maître de l'univers, c'est ce que je dis, parce que quand tu t'engages à faire le mal, prépare-toi à récolter les pots cassés. C'est ça. Alors, maintenant, c'est que je ne vais pas trop tarder, vos invités ont décortiqué bien le problème. Ne nous laissons plus infantiliser par ce pays qu'on appelle la France. Nous avons plus de valeur, les Africains ont plus de valeur que ce pays leur fait boire. Les migrants meurent. La France refuse de les recevoir, mais elle sème la Cisanie, elle sème, elle désorganise les tribus en Afrique. Ceci, voilà ce que Macron, voilà ce que Macron quand dans notre tournée en Afrique, voilà ce qu'il a dit, non? Pour animer la haine entre les tribus en Afrique. Ça, c'est quelle idée ça? On va parler de celui-là, est bienfaiteur? Non, c'est le malheur. Mais le maître de l'univers, Dieu, que nous appelons Dieu, est avec les Africains, et nous sommes toujours vivants debout. Cette lumière qui apparaît va éclairer les Africains. Et je le répète encore, ce que Omo Touré a dit avant de partir, revenons sur ça. Cette nouvelle source d'énergie, nous devons la développer en Afrique pour chasser cette buvette de sang qui sont ces ONG, ces consorts. Que Dieu bénisse, nous sommes en guerre. Merci. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Jean. Merci beaucoup. Je pense qu'on va refermer le standard avec cet appelant depuis Ngaoundéré, c'est au Cameroun. Bonsoir. Oui, bonsoir Moussa, bonsoir M. Jonathan, bonsoir à tout le panel. Oui, je voulais dire par rapport aux ONG, ce sont les éléments que les Blancs ont fabriqués pour nous maintenir encore dans l'hégémonie. Oui, par rapport au président malien, il a raison de riposter. Il a raison de riposter vraiment. Parce que si les Africains sont comme ça, là, vraiment, ça va aller, ils vont nous libérer. Hein? Regardez mon autre pays, mon pays, le Cameroun, on a eu le problème là. Qui nous a aidés? En dehors de Russie, qui nous a aidés? Mais les ONG sont là pour activer vraiment les gens qui vont détruire nos pays. Hein? Et si par exemple les gens qui ont les ONG là sont les Camerounais comme nous, mais ils ne vont jamais accepter que cette machine là est là pour détruire. Je vous remercie. Ouais. Amadou, merci pour cet appel depuis Ngaoundéré et toutes nos salutations de ce côté-là. Merci. On revient donc sur le plateau. On aborde la dernière ligne droite de cette émission. Jonathan Batenguene, je
ce paragraphe que je vais rapidement relire, hein, en application de ces principes, cette décision de la France prise depuis février 2022, ça encore c'est une autre précision, ne suscite aucun regret, d'autant plus qu'elle contribue à la restauration de notre dignité bafouée par une junte française spécialisée, d'une part, dans l'octroi d'aides déshumanisantes pour notre peuple et utilisée comme moyen de chantage des gouvernants, et d'autre part, dans le soutien actif aux groupes terroristes opérant sur le territoire malien. Ce paragraphe contient beaucoup d'informations. Alors, confirmation du moins de ce dont on parlait, d'aides déshumanisantes qui maintiennent justement cette population, du moins les peuples africains. Mais on parle également de moyens de chantage des gouvernants, mais aussi le Mali réitère ce soutien actif aux groupes terroristes. Oui, moyen de chantage. Quand quelqu'un vous dit que si vous ne faites pas ci, j'arrête l'aide au développement, c'est un moyen de chantage. Ce qu'on doit comprendre justement, Jonathan, c'est que nos États africains, c'est-à-dire que ça nous permet peut-être de sortir du cadre du Mali, mais les États africains sont tenus par ces aides. Pas tenus. On leur fait du chantage à l'international. Oui. On dit, si il fait ça, on lui donne pas ci. Oui. Comme si s'il n'avait pas ça, son pays se trouverait mal. L'aide au développement de la France, globalement, dans le monde, oui. L'aide au développement, ce qu'ils appellent, enfin, les crédits qu'ils octroient dans le cadre de ce qu'ils appellent, oui. C'est 2 milliards d'euros. Dans le monde. Dans le monde, 2 milliards d'euros. Ils vont donner 100 millions à la Moldavie dans quelques jours. Okay. 2 milliards d'euros. Enfin, ils vont prêter à la Moldavie 100 millions dans le cadre de leur aide. Mais quelqu'un qui a un fonds de 2 milliards d'euros, c'est quoi? Le budget de l'État du Cameroun, c'est au moins 4 fois ça. On ne parle pas de PIB de ces pays-là. C'est de la rigolade. Un pays qui vous brandit 2 milliards d'euros comme une menace, mais ils n'ont qu'à utiliser ça pour le développement éducatif des Français. Moi, j'ai lu il y a quelques heures un présentateur célèbre d'une chaîne de télévision là-bas. Okay. Il écrivait « Vous m'avez fait, vous m'avez fait, vous m'avez, A-V-A-I-T ». Vous voyez un peu? Qu'il refasse l'éducation de ce genre de présentateurs. Qu'il revoie le niveau de leurs pseudo-analystes qui sont arrivés commenter les questions de vaccins sur le plateau. Les 2 milliards d'euros peuvent être largement bien utilisés en France. La pauvreté rampante à Paris. De plus en plus, on voit des images de gens de SDF. Qu'ils utilisent ça. Dernièrement, il y avait encore cette manifestation des Gilets jaunes également. Qu'ils utilisent ça pour ça. Oui. Il y a la sécurité sociale, on voit les Gilets jaunes qui se... Mais qu'ils utilisent ça pour aider ces gens. Si la France veut aider au développement économique, que la France aide ceux-là. Les immigrés clandestins qui arrivent et qui sont mal logés, que la France utilise ces 2 milliards là-bas. L'Afrique peut trouver ses propres sources de financement. L'Afrique a les moyens de s'autofinancer. En retour, que la France arrête de s'ingérer dans les affaires des Africains. C'est tout ce qu'on leur demande. Donc, il y a un chantage. Maintenant, il y a l'aide au terrorisme. Alors là, les Africains vont se dire, ben, les Maliens vont encore nous sortir quelle piche là. Enfin, moi, je vais parler pour un État que je connais, le Cameroun. Ouais. Vous vous souvenez, les terroristes qui opèrent dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun, lorsque les patrouilles de gendarmerie, lorsque les militaires ont mené une opération dans un camp des terroristes et qu'ils ont réussi à tuer quelques-uns et à blesser quelques autres, ces derniers se sont échappés, ceux qui étaient blessés se sont échappés pour aller vers un hôpital. Oui. Et ils sont allés à l'hôpital, l'hôpital leur a fait comprendre qu'ils ne pouvaient pas les prendre en charge aussi longtemps, il fallait que les autorités soient prévenues. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé Médecins sans frontières. Et Médecins sans frontières, contrairement aux conventions passées avec l'État du Cameroun, n'a pas signalé la présence de ces terroristes. A plutôt essayé de les dissimuler parce qu'elle a voulu les faire sortir de la zone, de la zone de guerre. Et ça, ce n'était que pour une situation où il y avait une complicité. Une autre fois, l'armée a saisi un convoi d'armes
d'armes, des armes qui devaient alimenter les circuits terroristes au sud-ouest Cameroun. C'était dans la voiture de Médecins Sans Frontières, une ambulance médicalisée. Le témoignage de Noureddin Adam sur Afrique Média, il a reconnu que les armes étaient larguées depuis les cargos humanitaires. Ce que dit l'État malien, c'est vérifiable partout en Afrique. C'est des cas transposables. Donc c'est un chantage, mais en plus c'est des gens qui aident activement. Quand vous regardez au Centrafrique, l'argent qu'on a donné à Peggy Bolingumba, l'argent qu'elle a reçu là pour son ONG, vous croyez que c'est pour aller vraiment s'occuper des jeunes filles? Quand nous demandons à l'État centrafricain de mener des enquêtes sur l'utilisation de ces fonds, c'est parce qu'on est conscient d'une chose. Peggy a reçu cet argent, Madame Bolingumba, pour aller financer les actions des mercenaires qui vont créer l'insécurité au Centrafrique. C'est ça, les canaux de financement. Human Rights. Qu'est-ce que faisait Human Rights au Cameroun? Human Rights payait un infographe pour que le gars fasse des montages de maisons incendiées qui alimentaient la propagande sécessionniste et qui permettait d'utiliser ces éléments au niveau du Conseil des droits de l'homme, au commissariat des droits de l'homme aux Nations Unies. C'est ça. C'est des filières bien organisées. Ces ONG ne défendent pas Médecins Sans Frontières au Cameroun, Médecins Sans Frontières en Serbie. On ne va pas parler des autres, Journalistes Sans Frontières. Il y a d'autres organisations qui sont impliquées dans la facilitation du terrorisme. Eh bien, toutes ces organisations-là ne participent pas de l'amélioration des conditions sécuritaires des Africains et véritablement de la lutte contre la pauvreté. C'est des organisations qui participent de la déstabilisation et qui sont mises à renfort dans les entreprises criminelles des puissances impérialistes sur les territoires africains. Le Mali a profité, a saisi l'opportunité qui lui a été offerte de se départir de ce système criminel, de ce système limitant, et a donc fait valoir son droit de souveraineté. C'est ce que le Mali a fait, et le Mali a là-dessus le soutien de tous les panafricanistes. L'État malien doit élargir cela, pas seulement aux ONG françaises. Il faut que ce mécanisme touche toutes les ONG de l'Union européenne, parce que la France est membre de l'Union européenne. Donc, et états-unienne. On peut utiliser... Oui. Il faut que ça touche toutes les ONG, parce que si la France a échoué avec ses ONG, les ONG des autres seront mis en contribution. Et on imagine, effectivement, peut-être, vous allez me corriger, justement, on imagine que lorsqu'on prend par exemple le cas de l'aspect sécuritaire, on sait également qu'à côté de la France, d'autres pays aussi, la Grande-Bretagne par exemple, entre autres, pas seulement la Grande-Bretagne, il y a aussi la Suède du Mali, voilà. La Suède qui est aujourd'hui très proche, la Suède également a ses ONG là-bas. Il faut que l'État du Mali mette ses ONG hors circuit. Et donc, qu'est-ce qui reste à l'État du Mali? Et c'est ça, là, c'est là où nous lançons un appel à tous les panafricanistes. Le moment est venu, on parle toujours de l'armée des volontaires du panafricanisme. Cette armée doit se constituer. Les diasporas constituant des organisations non gouvernementales panafricanistes. Trouvons des moyens de financer des actions panafricanistes. Que font ces organisations? Il y a quand même un contexte qui légitime la présence des organisations non gouvernementales. C'est, par exemple, les questions de pauvreté dans les localités reculées. Est-ce que nous, nos diasporas, nous qui chaque jour sont en train de dire nous soutenons le combat, est-ce que nos diasporas sont prêtes à soutenir des ONG? Dans ce cas, créer des ONG et faisons financer ces ONG avec des fonds africains. Les hommes d'affaires africains mettaient de l'argent en tant que mécènes dans ces ONG qui vont défendre la souveraineté de l'Afrique. Un homme comme Dangote, nous soutenons toujours cette initiative. Un homme comme Dangote, un homme comme Elou Melou, un homme
comme Gushingo Sylvestre, ou bien tous les autres milliardaires, les dents pour l'eau, ils ont une responsabilité éminente. C'est que lorsque les Africains ont des projets d'ONG et que ces ONG sont en train d'agir sur le territoire africain pour la sécurité des Africains, pour le bien-être des Africains, leurs grandes entreprises devraient y mettre de l'argent. Si un homme comme Tony Elumelu mettait $1 million, disons 2 millions de dollars chaque année pour l'humanitaire, pour les ONG africaines, je crois que nous aurons la possibilité d'éliminer ces ONG qui créent du chaos en Afrique. Et les Elumelu, avec leurs banques, ils peuvent s'implanter dans ces territoires sécurisés par les armées africaines et faire du business, développer, conquérir le marché africain. Parce qu'à la fin, il faut que ce soit nos hommes d'affaires qui soient sur le continent et qui soient les plus imposants, qui travaillent avec nos États et qui renforcent nos États. Les Dangote devraient le faire. On ne peut pas seulement dire chassons les Occidentaux, il faut que les Africains occupent ce territoire. Il faut que nous gagnions la bataille de l'humanitaire sur notre continent. Parce qu'on en a aussi besoin. Les réfugiés, il faut qu'ils soient pris en charge. Mais ça doit être pris en charge par des ONG africaines. Il faut que les Africains s'y mettent. L'entrepreneuriat social, c'est une forme d'entrepreneuriat. Qu'ils s'y mettent. Nous leur demandons activement, nous Africains, nous devons le faire. Il faut une armée de volontaires pour accompagner le gouvernement malien. Nous ne pouvons pas seulement rester à distance et dire, faites les Maliens, faites. Il est temps maintenant que tous les volontaires que nous avons toujours, à qui nous avons toujours dit, soyons prêts pour aller combattre au Mali, il est temps d'agir. Allons soutenir les Maliens. Mobilisons-nous, créons des ONG et allons soutenir les Maliens. Mais surtout, ceux qui seront endocolons, quand ils seront épinglés, nous ne serons pas tendres avec eux. Il ne faut pas profiter d'une situation pour, comme on dit, profiter de la pluie pour déféquer dans le Coran. Il ne faut pas profiter de cette situation pour faire du n'importe quoi. Nous demandons aux panafricanistes convaincus de s'engager. Et s'il faille maintenant structurer le mouvement panafricaniste, du moins la sphère sociale panafricaniste, nous sommes prêts à le faire. Nous connaissons au moins tous les panafricanistes qui sur la toile sont sérieux. Que ces panafricanistes s'engagent. Nous voulons des ONG panafricaines, des ONG qui vont porter ce combat sur le versant humanitaire. Merci Jonathan Batengene. Alors Tapé Groubera, peut-être qu'on sortira d'ailleurs avec vous sur cette question. Le Mali donc qui de plus en plus s'affirme ou encore réaffirme son indépendance sur le plan diplomatique. On voit un Mali qui emploie un ton bien sûr sans complexe vis-à-vis des pays européens, précisément vis-à-vis de la France. On voit également un Mali qui semble vouloir, du moins, qui a besoin d'un soutien, un soutien africain. Jonathan Batengene le disait d'ailleurs tout à l'heure, parce que le Mali est plus ou moins lâché, on va le dire comme ça, par ses anciens partenaires classiques, que ce soit sur le plan sécuritaire, le plan du développement, comme on est en train de le voir. Alors, aujourd'hui, quel est l'appel que vous pouvez peut-être lancer aussi après ces derniers événements du côté du Mali? Merci. Bien évidemment, je salue l'appel tout à l'heure de mon frère Jonathan Batengene, qui était un appel à toutes et à tous les personnes africaines, panafricaines, parce qu'il y a des Africains qui ne sont pas forcément panafricains pour d'autres visions, mais qui ont une vision qui s'inscrit dans, je veux dire, cette dignité de l'Afrique. Parce que nous sommes fatigués du complexe de supériorité qui est présenté aux Africains, qui eux-mêmes, sans se rendre compte dans leur aliénation, montrent un complexe d'infériorité. Donc, ça veut dire que nous avons des éléments qui sont disjoints. Je voudrais aussi ajouter, avant de continuer, pour parler, parce que, comme je l'ai dit, ce sont des chaînes très importantes comme For You Media. Quand vous nous invitez, il vaut mieux que les gens sachent que ce n'est pas une question de dépit, ou bien soit parce que, soi-disant, de la colonisation, et que véritablement on veut que les gens ils nous reconnaissent. On n'est pas dans une question de reconnaissance, on est dans une question de dignité. Et la question de la dignité ne se monnaie pas.
Les ONG dont on parle, ce sont des ONG qui sont là, comme je l'ai dit précédemment et comme Jonathan l'a répété tout à l'heure, contre la volonté des Africains. Elles ne sont pas là pour le bienfait des Africains. Et je vous ai expliqué un peu tout ça. On a des exemples. Vous savez que l'ONG Médecins sans frontières, pour ceux qui ne le savent pas, a été créée aux alentours des années 1966-67, lors de la guerre des Biafra. Parce que la France voulait, ayant été chassée par le docteur Azikwe, à l'époque le premier président du Nigeria, a voulu prendre sa revanche. Et donc, Médecins sans frontières a été créé avec à l'école ce qu'on appelait le jeune docteur, c'est-à-dire l'ancien ministre, comme on appelle de M. François Hollande, son nom m'échappe, mais un Bernard Kouchner, autant pour moi. C'est lui qui a, c'est comme ça, on l'a incité à créer Médecins sans frontières. Et Médecins sans frontières a transporté les armes pour les envoyer dans la zone du Biafra. Ça, ce sont les éléments connus. Tout récemment, à côté de nous, nous avons le cas en Côte d'Ivoire. Pour que faire venir Alassane Ouattara, les ONG ont joué ce rôle négatif. Où on a profité d'une soi-disant mort de 6 femmes à Bobo, où les ONG, on l'a vu, et le film existe, on peut le voir sur YouTube, partout, où la femme et les femmes ont été filmées, et à un moment donné, la femme voulait se lever, et puis ils ont dit non, non, c'est pas encore fini, et qu'on a utilisé. On a vu comment ces ONG sont allés, lors du procès du président Laurent Gbagbo de Michel Blé-Goudé, pour se tenter d'enfoncer ces deux personnalités, et c'était malheureusement en fait. Donc ces ONG ne sont pas là pour les beaux yeux des Africains, elles sont là contre l'avenir des Africains. Donc c'est pour cela, Jonathan a dit beaucoup, nous qui sommes membres de la diaspora, on pourrait parler par exemple d'une tontine, par exemple pour récupérer, qu'on fasse une tontine, pour récupérer des espaces. Comme je dis souvent à des gens, approprions-nous notre patrimoine. Ça veut dire qu'on ne doit plus se dire qu'on est malien, qu'on est ivoirien, qu'on est camerounais, mais on n'est qu'à voir dans quelle mesure nous pouvons créer, comme cela a été fait lorsque le 28 mai 1958, la Guinée a dit non à, comment on appelle, à cette mainmise de la France. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des volontaires partout, de tous les pays, qui sont allés aider la Guinée à s'en sortir. Ça a été déjà un cas qui a été fait. On peut le rééditer. Et c'est pour cela que je lance ici, à la suite de mon frère Jonathan Mateguéné, un appel à tous les frères et toutes les sœurs de la diaspora pour dire que ce soit d'abord le Mali en premier lieu, puisque c'est ça qui pose, c'est la question qui est posée en urgence, mais il y a d'autres pays, comme la Centrafrique, comme le Burkina Faso, etc. Nous devons nous mobiliser pour voir comment nous pouvons aller. D'abord, nous avons les ressources. La première des ressources, ce sont les ressources humaines. Et nous les avons. Vous ne trouverez dans aucun secteur d'activité. Vous trouvez dans tous les secteurs d'activité des Africains, partout. Que vous allez en menuiserie, dans l'enseignement, ici, dans la diaspora, nous sommes partout. Donc, nous avons un savoir-faire que nous avons appris, que nous avons certainement aussi peut-être bonifié. Parce que je ne nie pas, je dis que nous devons nous considérer comme la porte qui va à l'intérieur de la maison, à l'extérieur de la maison. Quand nous sommes partis de l'Afrique, nous ne sommes pas partis avec zéro. Nous avons, comme on appelle, une somme de connaissances. Nous sommes venus ici, nous avons regardé en faisant le discernement pour prendre ce qui est bon ici, l'ajouter à ce que nous avons. Donc cette richesse que nous avons, nous pouvons la mettre au bénéfice de nos parents. Mais il ne s'agit pas d'aller là pour dire, mais moi je viens de Bengue, c'est-à-dire je viens de Belgique, je viens de France, je viens d'Allemagne, j'ai plus de connaissances que vous, les locaux. Non, il faut que nous apprenions à écouter nos parents. Parce que ce que les gens essayent de faire, c'est de ne pas écouter les ONG quand elles viennent. Enfin, nous, on les voit ici dans les télévisions, quand elles viennent, c'est toujours parler de, oui, on allait creuser des puits. Je vais rencontrer cette anecdote. J'avais une collègue qui est venue, qui m'a dit, oui, on allait au Burkina Faso, je crois, il y a dû avoir 7 ans de cela, pour aller creuser des puits. Je dis, toi, tu es descendu pour aller créer. Elle dit, non, ce sont les gens. J'ai dit, quels gens? Des Européens. Elle dit, non, 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 des Burkinabés. J'ai dit, vous voyez, il y a quelque chose ne vous dérange pas. Elle dit, quoi? J'ai dit, mais le Burkinabé lui-même, dans son propre pays, il n'est pas capable d'aller creuser le puits, alors qu'il sait le faire. Elle dit, oui. J'ai dit, mais alors, pourquoi il ne le fait pas?
Mais ça, on ne sait pas. Je dis justement, il y a deux choses. Soit ce n'est pas l'élément principal de ces populations, ce qui les intéresse, ce n'est pas ça. Ou alors, on a créé un genre de clientélisme pour faire dépendre les gens dans une forme d'aliénation. On a dit, oh, toi tu aimes trop les gros. Je dis non, c'est une réalité. Parce que quand vous allez, vous dites que vous avez créé des pays alors que vous n'êtes même pas capable d'aller. C'est le Burkinabé, ou bien l'Ivoirien, ou bien le Cameroun qui va descendre. Il sait le faire. Il a cette expertise depuis longtemps. Mais simplement, ce n'est pas ce qui est sa réalité. Peut-être qu'il y a un changement de paradigme qu'il faut que nous opérons aujourd'hui. Et nous pourrons le faire en allant écouter nos populations. C'est pour cela, je continuerai pour finir de lancer cet appel, comme à la suite de Jonathan, pour dire que nous devons aller vers nos parents du Mali, dans l'urgence du Mali, du Burkina Faso, de la Centrafrique et certainement d'autres pays qui sont là pour apporter notre contribution à la construction de l'Afrique. Parce qu'on ne peut plus continuer de dire oui, on n'est pas africain, on veut que l'Afrique s'unisse et on est là seulement pour liker, on est là pour intervenir seulement sur les médias. Ce n'est pas suffisant. On n'a même pas besoin forcément aussi, c'est pour ça que j'ai parlé de tontine. Il faut que la tontine que nous utilisons, elle puisse servir. Je prends un exemple que je dis. Si nous décidons avec les modalités qui sont peut-être que les autorités, je prends le cadre par exemple du Cameroun, dans lequel vous êtes, nous acceptent, par exemple, nous pouvons dire, bon, on est 3, nous 2, chacun de nous, si chacun de nous donne 200, 300 000, on peut acheter un terrain. Donc l'objectif du terrain que nous allons acheter n'est pas de construire une maison. Je dis ça souvent à mes gens, mais tu n'as pas de maison, c'est pas ça qui est important. Il faut que nous utilisons cet espace pour produire, c'est-à-dire que nous achetons des terres agricoles, pour soit, ou bien nous louons des terres-là, pour faire la production des produits que nous consommons chez nous. Ça ne sert plus à rien de faire produire du café, du cacao, du thé, etc., qui est servi à l'extérieur et qui est revendu 2 fois, 3 fois plus cher, alors que nos parents sont pauvres. Aidons nos parents, puisque au Cameroun, en Côte d'Ivoire, directement au Burkina Faso, dans notre pays, on consomme de la bière, pourquoi on n'est pas produit du houblon, qui est produit 3 fois. En Côte d'Ivoire, dans les autres pays, comme on appelle, au Cameroun, au Bénin, au Nigeria, on utilise beaucoup le manioc. Pourquoi ne pas tout faire pour créer des champs de manioc? Dans un premier temps, la population va s'en servir, le reste, le surplus, on peut le vendre. Peut-être que ça va amener nos dirigeants, lorsqu'ils vont sortir pour aller ailleurs, ils vont avoir, comme le font les pays, les dirigeants étrangers, comme les Macron et autres, quand ils vont chez nous, avec des opérateurs. Mais les opérateurs lesquels vont venir sont les opérateurs, par exemple, qui fabriquent du tapioca, qui fabriquent de la ticket, ainsi de suite. Parce que ça aussi, il faut que nous, on dise aux gens que notre régime alimentaire, il est propre à notre culture et que vous aussi, si vous pouvez le manger, ça ne va pas vous faire du tort. Et que aussi, nous, membres de la diaspora qui sommes ici, bien ceux qui seront ici, ils pourront dire, ah, j'ai bien mangé du bon tapioca, j'ai mangé du bon couscous, et de la ticket ivoirien, etc. Et que c'est bien fait, bien assaisonné, et que tout ce produit-là, ça vient localement de là-bas. Et ça fait une plus-value. Voilà ce qu'on pourrait faire. Il y a lieu, de toute urgence, que nous nous retrouvons pour voir dans quelle mesure nous pouvons apporter, je dis bien apporter notre modeste contribution. On ne va pas là pour dire que nous sommes venus de l'extérieur, membres de la diaspora, parce qu'on vient des États-Unis, de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, ainsi de suite, pour dire que nous sommes venus, nous sommes ceux-là qui avons le monopole de l'intelligence. C'est ça qu'on doit faire. Non, non, non. Nous allons aller, nous apportons ce que nous voulons, et chacun de nous, ce qu'il pourra apporter, va permettre à ce que nous puissions nous en sortir. Il n'y a que ça qui peut nous aider. Merci à vous, Tapé Groubeira. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Jonathan Batenguene. Bien sûr, sans oublier nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Surtout, merci aussi d'avoir participé. Vous étiez nombreux aussi sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube. Merci pour vos commentaires et vos encouragements. C'est donc la fin de cette autre édition du Point sur l'actualité. À très bientôt. Bien sûr, rendez-vous demain.